Nous sommes le 20 juillet 2019 dans le quartier de Saint-Clair à Sydney. Il est 23h43 quand un voisin ouvre sa porte à une femme complètement paniquée. Elle lui demande d'appeler les services d'urgence. Elle vient de tuer sa mère. L'homme compose aussitôt le numéro et la jeune femme raconte à l'opératrice une scène d'horreur. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je m'appelle Jessica. J'ai les doigts cassés. Maman en a eu assez de moi. J'avoue que j'ai été difficile et ça dure depuis des mois. Bref, elle en a eu assez. Elle m'a attrapée par les cheveux, m'a traînée dans ma chambre jusqu'à la cuisine. Elle a pris un couteau et a essayé de me poignarder. Je lui ai pris le couteau parce que je pensais qu'elle allait me tuer. Alors, je l'ai poignardée dans le dos. J'étais tellement en colère que j'ai continué de la poignarder encore et encore. Je lui ai arraché sa tête. J'ai couru chez le voisin, j'avais la tête de ma mère dans la main, mais je l'ai prise pour preuve. Au bout du fil, c'est Jessica Camilleri, 25 ans. Et si cette story existe, c'est parce que tout ne s'est pas exactement passé comme ça. Bienvenue sur Dark Stories. Notre tête-à-tête du jour se déroule à Sydney, en Australie, et qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas la capitale du pays. Vous l'avez très justement dit dans une autre affaire, la capitale, c'est Canberra. J'ai d'ailleurs une profonde affection pour la ville de Sydney, puisque mon cher et tendre mari m'a demandé en mariage sur les marches de l'opéra. C'est mignon. Donc quand je pense à Sydney, forcément, je pense automatiquement à ce moment. C'est la plus grande ville du pays, la plus peuplée et sans doute la plus emblématique d'Australie. On y trouve donc, vous avez compris, le célèbre opéra, le Harbour Bridge et les plages mythiques de Bondi ou Manly. Et c'est dans l'un de ces quartiers tranquilles que la police va intervenir au 128 avenue Saint-Clair. Arrivé sur place, il trouve Jessica debout devant la maison d'un voisin, couverte de sang, avec la tête de sa mère posée sur le trottoir à côté d'elle. Elle est immédiatement arrêtée. Pendant ce temps, des agents pénètrent dans la maison et découvrent un véritable carnage. Le corps sans tête de Rita Camilleri est étendu sur le sol. Il gît près de la table, entouré de 6 couteaux, dont plusieurs sont cassés. Le sang a éclaboussé les murs, les placards, le réfrigérateur et le plancher. La scène est si violente que certains officiers affirmeront plus tard n'avoir jamais rien vu de comparable. Dans une chambre, ils remarquent aussi une figurine de crocodile Dundee dont la tête a été arrachée. Le neveu de Jessica, donc le fils de sa sœur, Christy, alors âgé de 4 ans, est retrouvé sur place et transporté à l'hôpital. Il est blessé et doit tout de suite être pris en charge. Devant les policiers, Jessica tient des propos étranges. Elle demande notamment s'il est possible de ramener quelqu'un à la vie, s'il n'a plus de tête, si on peut réanimer sa mère, et surtout s'ils sont certains qu'elle est morte. Un agent lui répond que non, c'est pas possible. Ce à quoi Jessica réagit en disant qu'elle ne comprend pas, qu'elle pensait que les médecins faisaient des miracles et qu'ils pourraient remettre sa tête en place. Juste après ça, Jessica est conduite au poste de police de St. Mary's où elle est interrogée. Là-bas, elle décrit tout ce qu'il s'est passé en reproduisant littéralement la scène. Donc, elle imite les sons du couteau qu'elle a utilisé et raconte que la moitié du nez de sa mère s'est détachée pendant la lutte. Je ne pouvais pas m'arrêter. Le seul moment où je me suis arrêtée, c'est quand sa tête s'est détachée. Quand la tête de ma mère est tombée, je n'ai pas réfléchi, je l'ai mise dans un sac. J'avais les téléphones, celui de ma mère et le mien, dans ma main gauche et la tête de ma mère dans l'autre. Elle m'a glissé des mains, je n'ai pas pu la ramasser. La tête est restée sur le trottoir devant chez le voisin. Elle explique qu'elle voulait que sa mère ressente ce qu'elle lui faisait subir parce que selon elle, sa mère l'a maltraitée, l'a critiquée sans arrêt. Alors, vérité ou mensonge déguisé pour minimiser son geste? Jessica Camilleri est née le 12 octobre 1993 à Sydney. Elle est la sœur cadette de Christy. Vince, son père, travaille dans la mécanique automobile et Rita, sa mère, est aide-soignante à domicile. Tous les deux sont originaires de Malte. Toute la famille vit à Saint-Clair, dans la banlieue de Sydney. À l'école, Jessica, c'est une enfant qui est harcelée par les autres élèves. Et face au stress et à l'anxiété, elle répond par de grosses crises de colère.
C'est à cette période qu'elle développe un trouble explosif intermittent, une pathologie psychiatrique qui provoque des accès soudains et violents de rage incontrôlée. Ce trouble, qui débute souvent dans l'enfance autour de 6 ans, s'aggrave à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Il est notamment lié à un déséquilibre de la sérotonine, donc une hormone cérébrale censée réguler l'humeur et les émotions. Et si Jessica réagit comme ça, c'est aussi parce qu'elle est née avec une déficience mentale. Son quotient intellectuel est estimé entre 55 et 60, bien en dessous de la moyenne comprise entre 90 et 110. Donc ça la place dans les 1% les plus bas de la population. Ce niveau correspond à une forme légère de retard intellectuel. Les personnes qui sont atteintes de ce type de déficience se développent à un rythme plus lent. Elles apprennent à parler, à lire, à écrire ou à compter plus tard. Donc ça ne veut pas dire qu'elles n'y arriveront pas, ça veut dire qu'elles ont besoin d'un petit peu plus de temps. Et donc ça ne les empêche pas de progresser, c'est juste qu'elles le font à leur rythme. Dans le cas de Jessica, ce retard a des conséquences sur sa vie dès qu'elle est petite puisqu'elle entre à l'école plus tard que ses camarades. Elle se retrouve donc entourée d'enfants plus jeunes qu'elle et pour ne rien arranger, elle est en surpoids. Alors ça ne justifie rien, mais les enfants peuvent être vraiment cruels entre eux et Jessica n'y échappe pas. Elle devient rapidement la cible de moqueries de la part de ses camarades. C'est une jeune fille isolée, victime de harcèlement. Chaque jour, ses parents la voient rentrer de l'école en pleurs. Et avec le temps, la tristesse laisse place à la rage et à la colère. Jessica commence à se défendre violemment et son seul moyen de répondre, c'est l'attaque. Elle s'en prend aux camarades les plus virulents et à force, les rôles s'inversent. C'est Jessica qui devient la brute de l'école. Elle tire les cheveux des filles aussi fort qu'elle le peut et elle mord les garçons qui l'embêtent. Un jour, elle a mordu le bras d'un élève si fort que le personnel a dû la retirer de force pour qu'elle le lâche enfin. Et quelque part, Jessica semble prendre du plaisir à faire mal. Vers l'âge de 14 ans, elle frappe un enseignant. Après ça, elle est exclue définitivement de son établissement et elle est forcée de suivre des cours à la maison avec sa mère. Rita doit donc arrêter de travailler pour s'occuper à temps plein de sa fille, qui accumule plusieurs troubles mentaux, puisqu'on l'a vu, il y a cette déficience intellectuelle qui affecte ses capacités cognitives, des crises de colère irrationnelles, mais aussi un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble bipolaire sévère accompagné de dépression et d'anxiété, et un trouble du spectre autistique qui affecte ses émotions et son empathie. Une accumulation de troubles cognitifs, émotionnels et comportementaux qui rend les tâches du quotidien, même les plus simples, extrêmement difficiles à gérer. Elle devient de plus en plus violente, au point qu'après une dispute particulièrement grave avec son père, Vince, il décide de l'éloigner du foyer quelque temps et l'envoie vivre chez sa grand-mère. Mais le répit est de courte durée, parce que pendant ce séjour, Jessica tire les cheveux de sa tante. Sa grand-mère, elle aussi épuisée par le poids des crises incessantes, décide donc de la renvoyer chez ses parents. Le couple Vince et Rita a du mal à tenir le coup face au comportement de leur fille. Ils se disputent constamment, ils sont à bout après de longues journées avec elle et leur mariage, déjà fragilisé par des années de tension, ne résiste pas. Ils divorcent à la fin des années 2000. Et Vince déménage loin de la famille. Petit à petit, Jessica développe une forme d'obsession. Elle attribue des couleurs à certains chiffres, par exemple le 2 pour le jaune, le 3 pour le vert, etc. Sa mère décide donc de lui trouver une occupation pour ne pas qu'elle s'embourbe dans ce schéma, histoire aussi qu'elle se trouve un but dans la vie. Et donc elle l'intègre dans un programme de formation professionnelle appelé Nova Transition to Work, censé l'aider à acquérir une certaine autonomie. Mais après seulement quelques semaines, elle est à nouveau exclue pour avoir agressé un autre participant. À partir de ce moment-là, Jessica ne fait plus aucun effort de réinsertion. Elle reste enfermée à la maison, sans motivation ni projet, et passe ses journées à regarder des films d'horreur en boucle. Parmi eux, il y a Saw, Jeepers Creepers et surtout Massacre à la tronçonneuse. Un film sorti en 1974 et qui a été interdit dans plusieurs pays, dont l'Australie d'ailleurs, pour sa violence. Il ne sera réautorisé qu'en 1984 pour les plus de 18 ans. Ce qui est assez drôle d'ailleurs parce que aujourd'hui BFM TV rivalise quand même pas mal et c'est tout public. Elle remet en boucle les scènes les plus violentes pour les revoir encore et encore. Son obsession devient telle que sa sœur aînée, Christy,
finit par demander à leur mère Rita de lui confisquer ses DVD. Mais la tentative tourne au désastre. Jessica entre dans des crises de rage et menace sa mère dès qu'elle veut lui confisquer. Et à nouveau, Rita, qui est complètement dépassée, finit par lui rendre pour éviter un nouvel incident. À l'âge adulte, Jessica adopte une personnalité ambivalente. D'un côté, elle se comporte comme une enfant qui a énormément besoin d'attention et qui dépend complètement de sa mère pour les décisions du quotidien. Et d'un autre, elle se montre narcissique et exigeante. Elle ne supporte pas que les regards ne se tournent pas vers elle. Elle a conscience qu'elle souffre de troubles mentaux et que son entourage est beaucoup plus indulgent avec elle à cause de ça. Si elle blesse quelqu'un, c'est pas de sa faute. Elle transforme ses difficultés en excuses pour faire exactement ce qu'elle veut. Donc, petit à petit, elle s'en sert pour obtenir tout ce qu'elle a envie. Elle estime que ses besoins passent avant ceux des autres, sans jamais reconnaître que son entourage peut lui aussi souffrir ou exister en dehors d'elle. En gros, elle se dit « je suis malade, donc on doit me comprendre et on doit me laisser faire ». Et quand on lui dit non, elle explose de rage, persuadée qu'elle a le droit à un traitement particulier, différent des autres. Et sa seule façon d'exprimer sa colère, on l'a vu, c'est la violence. Régulièrement, au moment de ses crises de colère, elle tire les cheveux, elle griffe, elle frappe les femmes de son entourage, en particulier la belle-mère de sa sœur Christy et l'une de ses tantes. Après, voilà, on l'a vu, elle est incapable de ressentir de l'empathie. Je ne la défends pas, mais j'aime comprendre. Comprendre que parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à se représenter parce qu'on ne le vit pas. Pas comme ça. Il y a sa personnalité, il y a son histoire, il y a ce qu'elle est, et il y a les troubles. À partir de 2012, alors qu'elle a 19 ans, Jessica enchaîne une série d'agressions sur des inconnus. Un jour, alors qu'une femme marche dans la rue en poussant son bébé, Jessica sort de nulle part pour l'attaquer. Elle l'attrape par les cheveux et la traîne au sol. Une employée de supermarché a elle aussi été abordée par Jessica qui lui a elle aussi arraché les cheveux et l'a poussée par terre. Et ce type d'agression se répète pendant des années. En mars 2016, alors qu'elle a 22 ans, elle traîne près d'un arrêt de bus quand elle voit une femme descendre de l'autocar. Aussitôt, Jessica se met à crier à l'aide pour l'attirer vers elle. Quand la femme arrive à sa hauteur, Jessica se jette sur elle et lui arrache une poignée de cheveux. Elle la traîne au sol sur quelques mètres, puis la lâche, avant de disparaître. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Jessica n'agit pas toujours sur le moment. Elle observe ses futures victimes, elle les repère à l'avance et elle se fait une image d'elle dans son esprit. Elle attend le moment parfait pour s'en prendre à elle. Donc, c'est pas seulement dû à des crises, elle calcule, elle prémédite et surtout, elle prend un certain plaisir à dominer l'autre. D'autant que Jessica a une nouvelle passion depuis quelques mois. Elle passe des heures à composer des numéros de téléphone au hasard dans l'espoir de parler à des hommes. Et quand elle tombe sur une femme, elle la menace. En un mois, elle a laissé pas moins de 22 messages sur un répondeur. Je viendrai à ta porte avec un couteau à la main et je te trancherai la gorge moi-même. Je viendrai chez toi avec un couteau à la main et je te scierai la tête. Tu n'auras plus de tête. En 2018, cette habitude est carrément devenue du harcèlement. Si un homme répond, elle essaie de flirter avec lui en lui disant, après seulement quelques minutes d'échange, qu'elle est amoureuse et qu'elle veut qu'il l'aime en retour. Et si jamais l'homme en question ne lui déclare pas sa flamme, elle devient menaçante, elle l'appelle sans arrêt et en répétant à chaque fois qu'elle va le tuer. Un jour, elle contacte un homme originaire du Bangladesh. Quand l'homme a répondu et a refusé ses avances, elle n'a pas arrêté de lui laisser des vocaux incohérents du style « Tu vas mourir d'un cancer, et si ça n'arrive pas, je te poignarderai jusqu'à ce que tu meurs ». En une seule journée, l'homme pouvait recevoir une centaine d'appels. Jessica s'est ensuite attaquée au numéro de téléphone d'une entreprise de traitement de viande qui avait publié les coordonnées de ses employés en ligne. Ce sont surtout ceux des responsables ou des commerciaux pour permettre aux clients, aux fournisseurs ou aux transporteurs de les contacter plus facilement. Donc, elle a parcouru les listes des numéros et elle a menacé tous les correspondants qui essayaient de couper le contact avec elle. Elle va jusqu'à leur dire qu'elle va les décapiter. Quand ça ne suffit pas, elle les retrouve sur Facebook pour les harceler à nouveau et menace même tous les membres de leur famille. Dans ses recherches, elle tombe un jour sur une photo du patron de l'entreprise, Matthew Layfield. Et à nouveau, elle l'appelle des centaines de fois par jour. Il y avait parfois une pause de quelques jours ou quelques semaines avant que les appels ne reprennent à nouveau. Des périodes de pause qui correspondent au moment où Rita arrivait à confisquer les téléphones de Jessica. Mais on ne sait pas comment Jessica arrive pourtant à s'en procurer des nouveaux. Alors,
Soit elle s'en procure des nouveaux, elle arrive à en acheter d'autres, soit elle arrive à manipuler sa mère pour les récupérer, on ne sait pas. Certains témoignages racontent même qu'elle allait jusqu'à menacer les victimes avec une tronçonneuse. Rita a bien essayé d'emmener sa fille consulter des médecins à plusieurs reprises pour obtenir de l'aide, mais aucun professionnel ne réussit à la suivre suffisamment longtemps. Chaque fois qu'elle emmène sa fille chez un médecin, Jessica devient agressive. Elle insulte, elle menace, elle frappe le personnel soignant et même d'autres patients dans la salle d'attente. Un jour, justement, alors qu'elle est dans la salle d'attente d'un cabinet médical, elle frappe une patiente parce que selon elle, la femme l'a fixée du regard. Elle lui a alors tiré les cheveux et l'a fait tomber par terre. À cause de ce comportement, plusieurs cabinets refusent de la recevoir à nouveau. Donc, ça veut dire qu'aucun suivi psychiatrique n'a pu être mis en place et Rita s'est retrouvée seule face à sa fille, mentalement instable et a priori de plus en plus dangereuse. Alors, elle cherche du soutien auprès de ses amis. L'autre jour, j'ai dû appeler une ambulance parce que Jess a fait une crise et devenait très agitée. Je ne savais plus quoi faire. Alors j'ai appelé l'ambulance vers 2h du matin. Ils sont venus avec la police, mais ils ne l'ont pas emmenée à l'hôpital. Parce qu'elle n'avait rien fait de concret à ce moment-là. Elle a eu peur. Elle s'est inquiétée car elle ne voulait pas retourner à l'unité psychiatrique. Elle doit vraiment se ressaisir parce que si elle ne le fait pas, le policier m'a prévenu. Si on doit revenir ici pour la même raison, elle n'aura pas autant de chance la prochaine fois. Je lui ai dit d'arrêter et de laisser tomber ce type. Donc là, elle fait référence évidemment à Matthew, que Jessica n'arrête pas d'harceler. Rita en parlera dans un autre message envoyé à cette même amie. Je t'informe que Jess a changé de compte Facebook. Elle n'est plus sur son ancien compte à cause de ce type avec qui elle avait des problèmes. Je lui ai dit que si j'étais elle, je ne traînerais plus jamais avec lui. Sinon, ce sera sa propre tombe qu'elle creusera. Elle est maintenant effrayée et inquiète. Toute notre famille lui dit qu'elle joue avec le feu en faisant ça. Tout le monde lui dit « laisse tomber ce type, il n'en vaut pas la peine » et de loin. Cette amie enverra elle-même un message à Jessica. Et voici sa réponse. Ma mère a dit ça, franchement, je sais pas pourquoi tu t'énerves. Il est même pas beau, c'est un connard moche. Tu t'inquiètes et tu perds tes journées et ton temps à vouloir te venger de ce porc immonde. Elle a raison et toi aussi. Je veux pas finir enfermée dans un institut pour le reste de mes jours à cause de ce fils de pute. À demi-mot, et avec ses mots à elle, Jessica reconnaît maladroitement qu'elle doit arrêter de s'en prendre à cet homme. Et Rita, de son côté, elle fait vraiment tout pour protéger sa fille, parfois même au détriment de sa propre santé. Quand elle découvre que sa fille harcèle des gens par téléphone, elle appelle elle-même les victimes pour s'excuser et défendre Jessica. Elle pourrait placer sa fille, mais elle s'y refuse et elle tient à s'occuper d'elle. Et ce, même si Jessica prend l'habitude de s'en prendre à d'autres membres de la famille. Et malgré tout ce que Jessica fait, elle n'a jamais été condamnée pour aucune de ses agressions. Et de ce que j'ai lu, elle n'a même jamais été arrêtée. En 2018, alors qu'elle est à l'hôpital Nepean de Kingswood pour une énième consultation, elle s'en prend physiquement à une infirmière. À la suite de cet incident, elle est admise de force dans l'unité de santé mentale de l'hôpital pour une période de 9 jours. Les médecins lui diagnostiquent un épisode grave de troubles bipolaires et lui prescrivent un stabilisateur d'humeur. Mais après sa sortie, Jessica arrête son traitement et préfère davantage se tourner vers des remèdes naturels. Une idée légèrement soufflée par sa mère qui, désespérée par la situation, est allée jusqu'à payer une médium, l'équivalent d'un peu plus de 1400 €, pour chasser les démons qui, semblerait-il, contrôleraient sa fille. En gros, elle est persuadée que comme aucune solution ne fonctionne, si sa fille est comme ça, c'est parce qu'elle est possédée. La famille et les amis de Rita ont bien essayé d'alerter la mère de Jessica sur la dangerosité de sa fille, mais Rita ne veut rien entendre. Elle est convaincue qu'elle peut encore la gérer toute seule. Sauf que rien ne fonctionne, Jessica continue de harceler et de menacer des inconnus par téléphone. Le 19 juillet 2019, Rita décide donc d'emmener sa fille au poste de police. Rien n'a fonctionné jusqu'ici, elle espère donc provoquer un électrochoc chez sa fille. Elle se présente donc au commissariat et demande à un sergent de rappeler à sa fille ce qu'elle risque si elle continue sur cette voie. Elle lui demande de lui parler des conséquences possibles de ses actes, donc les arrestations, la prison, la rupture avec sa mère, etc. Elle veut que Jessica prenne conscience que si elle continue, elle finira seule. Mais cette tentative d'effrayer Jessica a en réalité l'effet inverse. Jessica est très en colère après elle. Elle ne supporte pas qu'elle ait parlé de son attitude aux autorités. Alors elle décide de se venger. Le lendemain, donc le samedi 20 juillet 2019, les tensions sont palpables à la maison. Déjà parce que Jessica en veut à sa mère de l'avoir emmenée au poste de police la veille, mais aussi parce que ce jour-là, Rita reçoit la visite de son petit-fils, donc le neveu de Jessica, qui prévoyait de passer la nuit chez elle.
On n'a pas le prénom de cet enfant puisque l'identité a été protégée, donc je vais l'appeler Maxime. Maxime a donc 4 ans et Jessica ne le supporte pas. En fait, elle ne supporte pas que sa mère lui accorde plus d'attention qu'à elle. Ce jour-là, une voisine de la famille, Madame Herd, raconte qu'elle est venue leur demander de l'aide pour se rendre chez le médecin, et ce parce qu'elle avait des douleurs à la poitrine. Elle ne conduit pas et elle s'inquiète pour ses symptômes. Avant de partir pour emmener sa voisine, Rita rassemble quelques affaires et vérifie que Maxime est prêt, qu'il a mangé et qu'il est habillé. Et ça exaspère Jessica, qui le traite même de petit salaud. Dans la voiture, en route pour le cabinet médical, elle surenchérit. « Tu as eu le petit salaud trop souvent ». Madame Herd intervient en disant à Jessica d'arrêter de parler de son neveu de cette manière, mais ça ne la dissuade pas du tout. Dans la salle d'attente du cabinet médical, alors que Madame Herd est reçue par son médecin, Jessica remarque un homme qui la regarde. Elle se met alors à hurler sur sa mère. Devant tout le monde, elle lève les bras au ciel en lui disant qu'elle se sent gênée devant cet homme et que Rita préfère s'occuper de Maxime plutôt que de l'aider. Rita, qui a l'habitude des crises de sa fille, essaie de la calmer et heureusement, la voisine sort de sa consultation au même moment. Après le rendez-vous, le groupe s'arrête au Red Rooster pour dîner avant de rentrer. C'est une chaîne de restauration rapide de poulet un peu équivalente au KFC. Puis Rita raccompagne sa voisine chez elle. Mais de retour à la maison, Jessica se plaint de maux de ventre. Elle commence à appeler à plusieurs reprises le restaurant en leur disant qu'elle est malade à cause de ce qu'elle a mangé ce soir-là. Elle insulte le personnel et exige un remboursement ou au moins des excuses. Puis elle appelle l'équivalent de SOS médecin et demande un professionnel de santé persuadé qu'elle a été empoisonnée. Quand le médecin arrive vers 21h25, il doit attendre dehors pendant une dizaine de minutes que quelqu'un l'accueille. La porte d'entrée est entrouverte et il entend ce qui se passe à l'intérieur. Il comprend que Rita essaie de calmer Jessica, qui est en train de hurler sur un employé du Red Rooster au téléphone parce qu'il refuse de lui dire qu'il l'aime. Donc oui, Jessica, qui au départ appelle le Red Rooster pour se plaindre d'être malade à cause d'eux, finit par leur hurler dessus parce que l'employé au téléphone ne lui a pas dit qu'il l'aimait. Malgré les efforts de Rita pour la faire raccrocher, Jessica refuse de lâcher le téléphone. Le médecin commence à prendre peur, clairement il comprend que quelque chose ne va pas et préfère ne pas prendre le risque d'entrer seul dans une maison où une crise est en cours. C'est pas son boulot, il y a la police pour ça. Donc il finit par faire demi-tour aux alentours de 21h45 sans appeler la police. Aux alentours de 22h, Rita appelle sa fille aînée, Christy. Toutes les deux discutent pendant environ 1 heure. Quand Rita raccroche, elle est dans sa chambre. Et là, une nouvelle dispute éclate entre elle et sa fille. Rita explique à Jessica que ça ne peut plus durer et qu'elle envisage d'appeler une ambulance pour la faire hospitaliser. Dans un accès de rage, Jessica se jette sur elle et la fait tomber par terre. Puis elle la traîne par les cheveux jusqu'au bout du couloir, dans la cuisine. Elle tire si fort qu'elle lui arrache certaines parties du cuir chevelu. Pour se défendre, Rita se relève et gifle sa fille, mais ça ne fait qu'augmenter un peu plus la rage de Jessica qui ouvre le tiroir et sort un couteau. Rita réussit à la désarmer et menace sa fille avec pour la faire reculer. Alors Jessica en attrape un autre et commence à la poignarder, encore et encore. Au total, Rita recevra plus de 200 coups de couteau. C'est si violent que certains coups ont traversé le crâne de la mère de famille. D'autres lames ont cédé sous la pression. Quand un couteau casse, elle en prend un autre et recommence. 6 couteaux seront retrouvés dans la cuisine. Dans leur lutte, Rita et Jessica font énormément de bruit, ce qui alerte Maxime, qui descend et assiste à la scène. Pour sauver sa grand-mère, il court chercher le couvercle en carton d'une boîte à jouets et frappe Jessica. Le pauvre chou ne se rend pas compte que ça ne va pas suffire. Il tente le tout pour le tout du haut de ses 4 ans pour sauver sa grand-mère. Jessica, toujours avec un couteau à la main, le repousse et le blesse à la tête et aux mains. Terrorisé, le petit part se cacher. Il sera retrouvé plus tard entouré de vomi, certainement dû à la peur qu'il a eue. Rita, elle, ne survivra pas. À l'âge de 57 ans, elle décède dans sa cuisine, poignardée par sa propre fille. Mais Jessica ne s'arrête pas là. Elle prend l'un de ses couteaux et se met à trancher le cou de sa mère jusqu'à la décapiter. Ensuite, elle découpe une partie de son nez qui sera retrouvée sous le réfrigérateur. Elle lui arrache les 2 yeux, les tient dans ses mains et les écrase. Puis elle lui arrache la langue, le tout en quelques minutes seulement. Elle s'arrête quand elle se rend compte qu'elle aussi est blessée. À ce moment-là, elle prend conscience qu'il s'est passé quelque chose de grave et décide d'alerter ses voisins. Pour prouver
que ce qu'elle dit est vrai, elle emporte avec elle la tête de sa mère. Le premier voisin chez qui elle frappe ne répond pas. Elle continue donc jusque la porte de son autre voisin. Sur le chemin, elle fait tomber la tête à 2 reprises. La première fois, elle la ramasse. La seconde, elle la laisse sur le trottoir. Arrivée devant la maison de son autre voisin, elle frappe et cette fois, la porte s'ouvre. L'homme découvre une femme couverte de sang, de la tête aux pieds. Jessica lui demande d'appeler une ambulance. « Bonjour, ici Allison du service des urgences de la police. Nous venons de recevoir un appel de ce numéro. J'ai besoin de... Vous devez faire venir une ambulance et la police immédiatement. » Alors, quelle adresse? Venez s'il vous plaît, j'ai besoin de vous, c'est une situation d'urgence vitale. Dans quelle banlieue ou ville se trouve-t-il? Saint-Clair. Et quel est le carrefour le plus proche, s'il vous plaît? Écoutez, vous pouvez parler aux voisins? Pouvez-vous nous parler? On entend là Jessica crier au loin que son téléphone est cassé, puis le voisin prend l'appel. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. On était juste à la maison quand elle est arrivée en criant à l'aide. Et quand j'ai soudainement ouvert la porte, elle m'a dit « Aidez-moi et appelez la police ou une ambulance ». Et elle m'a dit « Je crois qu'elle s'est disputée avec sa mère. » D'accord. Toujours dans cet enregistrement, on entend Jessica au loin dire que sa mère a essayé de la poignarder. Ma mère a essayé de me poignarder et je crois que je l'ai tuée. Elle a vraiment dit que sa mère avait essayé de la poignarder? Je ne sais pas parce que... Oui, mais c'était de la légitime défense. La légitime défense, je crois que je l'ai tuée. Pouvez-vous leur dire de venir immédiatement? Pouvez-vous venir s'il vous plaît? Immédiatement s'il vous plaît. D'accord. Donc, elle pense avoir tué sa mère. Oui, maman en a eu assez de moi parce que j'admets que je suis difficile à gérer, que ça dure depuis des mois. Bref, elle a eu assez de moi, elle m'a attrapée par les cheveux et m'a traînée de ma chambre jusqu'à la cuisine. Elle a pris un couteau, elle a essayé de me poignarder. Je lui ai arraché le couteau des mains parce que je pensais qu'elle allait me poignarder. Alors je l'ai poignardée en retour. J'étais tellement enragée que je n'arrêtais pas de la poignarder. Et je lui ai retiré la tête. J'ai couru chez mon voisin, pas celui-là, mon voisin d'avant, celui qui habite de l'autre côté. Mais il était au travail et il n'y avait personne à la maison parce que toute la famille était au travail. Du coup, il n'a pas été d'une grande aide. Alors j'ai couru chez mon autre voisin de l'autre côté et je tenais la tête de ma mère dans ma main. Je sais que ça paraît fou, mais je la prenais pour preuve à montrer. Elle raconte ensuite qu'elle a vu dans des films d'horreur un homme arracher les yeux et couper la langue de sa victime. Alors elle a voulu faire pareil. À l'arrivée des policiers, Jessica est donc emmenée au poste et le lendemain, elle est officiellement inculpée pour le meurtre de sa mère et placée en détention en attendant son procès. Le procès de Jessica s'ouvre le 30 novembre 2020. Elle plaide non coupable. Selon elle, elle l'a bien tué, mais sans intention de le faire. Pendant son incarcération, Jessica a été examinée par le psychiatre David Greenberg. Face à lui, elle reconnaît avoir menti au sujet de l'agression. Au départ, elle a raconté que sa mère a voulu la poignarder et qu'elle s'est défendue, puis elle a reconnu être la seule à avoir eu un comportement agressif. L'argument de la légitime défense est donc abandonné. Ses avocats décident donc de s'appuyer sur les troubles de Jessica. Pour ça, ils font appel à 2 psychiatres. Tous les 2 confirment les diagnostics précédents et évoquent le harcèlement scolaire qui aurait eu pour conséquence de développer chez elle une extrême sensibilité à toute forme de critique. En gros, elle est sur la défensive en permanence. Et elle est à côté de la réalité. Pour preuve, quand la police est arrivée, elle croyait que les médecins pourraient remettre la tête de sa mère sur son corps et que tout irait mieux pour elle. En fait, la stratégie de la défense, c'est de présenter Jessica comme une victime qui a été harcelée, qui est très sensible à des situations ordinaires. Oui, elle a poignardé sa mère, mais elle n'a pas vraiment réfléchi au fait que Rita allait mourir. Quand Rita est morte, elle n'a pas non plus compris ce qu'elle avait vraiment fait. Pour l'accusation, en revanche, nul doute, Jessica a tué sa mère volontairement. Elle l'a poignardée à plusieurs reprises, elle l'a décapitée, et pour elle, les troubles psychiques de Jessica n'ont pas empêché ses capacités à passer à l'acte ou à comprendre la nature de ses actes. Les évaluations psychiatriques diront que Jessica distinguait très bien le bien du mal. Autrement dit, malgré ses troubles, elle avait pleinement la conscience et la maîtrise de ses gestes. Le 10 décembre 2020, le verdict tombe, le jury a été convaincu par la défense et Jessica est reconnue coupable d'homicide involontaire. L'échec des traitements jusque-là ont montré que Jessica reste et restera un danger pour les autres. Elle refuse souvent de suivre les soins proposés et ses troubles mentaux sont directement liés à son crime. Le jour où elle sortira de prison, elle n'aura plus sa mère pour la surveiller, pour lui rappeler ses rendez-vous médicaux ou l'aider à prendre ses médicaments. Elle n'aura pas non plus de foyer stable où retourner. Personne ne sait comment elle réagira dans ces conditions et le risque qu'elle devienne violente envers quelqu'un
est bien réel. La protection du public doit donc rester prioritaire. Alors la juge précise qu'elle ne réduira pas la durée minimale de détention parce qu'elle estime que la gravité du crime exige une longue peine avant toute libération conditionnelle. Si Jessica est libérée un jour, elle devra être étroitement suivie et encadrée pour limiter les risques de récidive. Donc même si ces troubles mentaux appellent une certaine compassion, ils n'effacent pas la gravité de son geste. Et la justice doit à la fois protéger la société et reconnaître la souffrance de la victime. Le 12 mars 2021, le jour de l'audience de détermination de peine, Jessica présente une lettre. Elle, qui n'avait jamais exprimé le moindre remords avant, la lit à voix haute devant la juge Helen Wilson. Au début, je n'ai pas réalisé, puis ça m'a frappé de plein fouet, comme une montagne. Je sais que c'est entièrement de ma faute. Ma mère n'est plus là. Pour la famille de Rita, et en particulier sa sœur, Christy, cette lettre n'est rien d'autre qu'une déclaration hypocrite. Elle raconte à quel point sa mère était une femme au grand cœur, toujours prête à aider les autres. Elle a tout donné pour sa fille Jessica. Pas un jour ne passe sans que je pense à son sourire courageux, à son rire espiègle, ou sans souhaiter voir son nom s'afficher à nouveau sur mon téléphone. Jessica l'a tuée et massacrée comme si elle ne valait rien. Je ne parlerai plus jamais à ma sœur. Je ne pardonnerai ni n'oublierai jamais. Jessica est finalement condamnée à 21 ans de prison avec une période de sûreté de 16 ans et 2 mois avant de prétendre à une possible libération conditionnelle. Depuis son incarcération, elle a été sanctionnée de nombreuses fois pour son mauvais comportement. Avant son procès, le 9 septembre 2019, elle avait déjà jeté une tasse de thé au visage d'une autre détenue suite à une dispute. Interrogée par les agents pénitentiaires, elle a expliqué avoir agi de cette façon parce qu'elle était contrariée. Elle a été reconnue coupable de cette infraction, mais sans peine supplémentaire. Le 14 octobre, elle a agressé à nouveau une autre détenue et a été condamnée à 5 jours d'isolement disciplinaire. Le 3 novembre 2019, elle a refusé d'obéir à une consigne et le 31 juillet 2020, elle a endommagé du matériel de la prison. Elle a été condamnée à verser 150 € de dédommagement. En 2022, elle fait appel de sa condamnation. Selon elle, elle aurait dû bénéficier d'une peine plus clémente en raison de son statut de délinquante lourdement handicapée. La cour d'appel accepte de réduire sa peine à 5 ans avec une nouvelle peine de 16 ans et 2 mois de prison et une possibilité de libération conditionnelle à partir du 19 juillet 2031, après 12 ans de détention. Mais Jessica n'a pas fini de faire parler d'elle. En juin 2023, elle est de nouveau jugée pour avoir agressé des gardiennes de prison. Elle leur a arraché des poignées entières de cheveux. Interrogée sur ses motivations, elle a déclaré qu'elle voulait leur faire subir ce qu'elle-même vivait à cause d'elle. Elle ne me donnait pas ce que je voulais quand je le demandais. Elle méritait d'être agressée. Sa peine a donc été prolongée de 22 mois. En juin 2024, elle comparaît à nouveau, cette fois encore, pour 2 agressions contre des agents du centre correctionnel de Dilwinia, au cours desquelles elle a de nouveau arraché leurs cheveux. Sa peine a été prolongée de 12 mois supplémentaires. Au moment où j'écris cette vidéo, donc, Jessica pourra prétendre à une libération conditionnelle le 4 décembre 2032. Cette histoire m'a particulièrement touchée parce que je suis partagée entre une jeune femme qui souffre et j'aimerais profiter de cette vidéo pour rebondir sur un échange que j'ai eu avec l'un d'entre vous. Je vous parle souvent des évaluations psychiatriques parce que ça fait partie du procès, parce que c'est important, mais si je vous parle aussi de la vie des suspects, des victimes, c'est aussi pour vous aider à comprendre l'environnement. Je pense que c'est important parce qu'encore une fois, on ne peut pas coller d'étiquette. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il a fait telle ou telle chose parce qu'il est comme ça. Ça reviendrait à dire que toutes les personnes qui souffrent de ces pathologies seraient capables de commettre les mêmes types de crimes. Et c'est pas vrai. En tout cas, moi, je pense que c'est pas vrai. Il y a de nombreuses personnes dans le monde qui sont victimes de maladies mentales, de troubles, et qui ne passeront jamais à l'acte. Comme il y a des personnes dans le monde qui n'en souffrent pas et qui pourraient aussi passer à l'acte. Je pense sincèrement que derrière l'étiquette qu'on colle facilement à quelqu'un, il y a aussi et surtout sa personnalité et son histoire. On a tendance à tout justifier à l'aide de ce qui se présente à nous, mais ça ne suffit pas toujours. Dans le cas de Jessica, je pense qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle avait besoin d'être encadrée, d'être entourée médicalement. Mais ça n'enlève rien à l'horreur de son geste. Et je ne suis pas sûre que parler d'un QI bas et de ses troubles suffise à tout expliquer. Ed Kemper avait un QI estimé entre 136 et 145.
Et il a commis des crimes d'une violence extrême. Elon Musk, qu'on l'aime ou pas, est atteint du syndrome d'Asperger. Pourtant, il dirige plusieurs des entreprises les plus puissantes du monde. Donc dire d'une personne qu'elle souffre de pathologie, qu'elle a eu une enfance difficile, c'est important pour comprendre son environnement, mais pas pour excuser son geste. Vous me le dites souvent dans les commentaires, vous avez eu des enfances difficiles. J'ai eu moi-même une enfance compliquée, ça ne fait pourtant pas de nous des criminels ou des meurtriers. Chacun, je pense, a sa façon d'appréhender les choses, sa façon de réagir aux événements, et chaque individu est différent. Et du coup, ça m'interroge. Est-ce qu'on peut vraiment protéger de ce genre de crime quand, au fond, on ne peut pas prédire comment une personne va réagir? Parce que si on part du principe que quelqu'un qui est malade représente forcément un danger, alors on finit par mettre tous les patients dans le même sac. Même ceux qui ne feraient jamais de mal à personne. Et à l'inverse, quelqu'un qui ne souffre d'aucune pathologie et d'aucun trouble, on ne le soupçonnerait jamais. Alors qu'un jour, il pourrait lui aussi franchir la ligne. Alors comment on fait? Comment on trouve l'équilibre entre prévenir le risque et ne pas stigmatiser? Et est-ce qu'au moins on en est capable? C'est une réflexion qui m'est venue comme ça. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, j'ai une pensée pour Rita, une pensée pour sa famille qui forcément se retrouve sans mère ni sœur, une pensée pour le petit Maxime qui a assisté à des choses qu'il n'aurait jamais dû voir à l'âge de 4 ans. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo, aucune annonce, aucune soirée spéciale. Et on se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle histoire glaçante sur Dark Stories.